Bonjour tout le monde. Merci pour les organisateurs pour l'invitation pour parler des formes atypiques de la tuberculose. Donc, la tuberculose est une maladie infectieuse qui est évitable et généralement guérissable. Donc, en 2022, l'homme a présenté la deuxième cause de décès après la pandémie du Covid. Donc, selon les estimations de l'OMS, plus que 10,5 millions de personnes ont contracté la tuberculose en 2022 avec un taux de mortalité qui est plus de 10%. Au Maroc, plus que 30 000 nouveaux cas de tuberculose ont été notifiés en 2022, avec presque 200 cas de tuberculose MTR et un taux de succès de 87%. Donc, la tuberculose est caractérisée par sa présentation clinique et radiologique qui est polymorphe, mais son diagnostic, en général, il reste facile dans sa forme typique. Donc, et il est confirmé par les prélèvements bactériologiques. Alors que dans sa forme atypique, le diagnostic est beaucoup plus difficile et pose un vrai problème de diagnostic différentiel dans les pays endémiques de tuberculose. Les formes atypiques de tuberculose, ce n'est pas un terme académique ou sémiologique bien défini. Donc, on évoque ce diagnostic généralement devant des présentations inhabituelles de la tuberculose, que ce soit sur le plan clinique ou radiologique. Donc, les formes atypiques de la tuberculose ne sont pas fréquentes, mais leur connaissance va faciliter le diagnostic dans la pratique clinique, généralement d'une maladie qui est guérissable. Donc, avant de parler de formes atypiques, on va faire un petit rappel sur la forme typique. Donc, les signes fonctionnels respiratoires ne sont pas spécifiques. En général, une toux persistante après 2 semaines doit évoquer le diagnostic de tuberculose. Les signes généraux qui sont présents, fait d'asthénie, anorexie, fièvre et sueur nocturne. Donc, sur le plan radiologique, la sémiologie radiologique n'est pas spécifique, mais en généralement, elle est faite d'images nodulaires, micronodulaires, des infiltrats, des opacités excavées. Mais ces lésions siègent préférentiellement au niveau des lobes supérieurs et les segments supérieurs des lobes inférieurs. Donc, le premier cas clinique, c'est un patient âgé de 45 ans, donc qui présente depuis 4 mois une toux avec altération de l'état général. Donc, sur la radiographie thoracique, on note des images nodulaires et micronodulaires qui sont diffuses bilatérales. Donc, sur le scanner, on a des images nodulaires, micronodulaires, parfois trouées, et même des images de gros nodules qui sont diffuses bilatérales et qui réalisent ici l'aspect typique d'arbre en bourge, en fleur de mimosa. Donc, la miliaire, qui reste une urgence thérapeutique dans la tuberculose. Donc, c'est le cas d'une patiente de 61 ans qui est diabétique avec une insuffisance rénale. Donc, on note les images micronodulaires qui sont diffuses bilatérales. Donc, de diffusion aléatoire, ce qui indique sa dissémination hématogène. Et il est appelé ainsi miliaire en rappelant sa taille qui rappelle les grains de mil qui sont utilisés dans la nourriture pulmonaire. Donc, l'opacité excavée, c'est une opacité alvéolaire, lobe supérieur, donc qui est avec une clarté en son sein à paroi épaisse. Donc, pour les formes atypiques, il existe plusieurs formes atypiques, mais qui ont certains caractères qui sont en commun. En général, ils surviennent sur un terrain qui est particulier, qu'on va voir par la suite. L'âge moyen de survenue est un peu plus élevé par rapport à la tuberculose typique, avec une prédominance du sexe masculin. Les signes fonctionnels sont dominés par la toux persistante, alors qu'on note que les signes généraux ne sont pas vraiment très présents dans les formes atypiques. Donc, il existe plusieurs formes atypiques de tuberculose, mais qui sont les plus fréquentes ou d'apparition fréquente selon plusieurs séries. Reste la tuberculose pseudotumorale, la tuberculose endobronchique, les localisations basales de tuberculose, la pneumonie tuberculose, la tuberculose infraradiologique ou encore l'association au cancer bronchique. Il existe d'autres formes qui sont reportées dans la littérature sous forme d'observation ou de cas cliniques. Donc, on va commencer par la tuberculose pseudotumorale, donc elle est rare. Et elle est définie par une lésion bronchique ou pulmonaire qui évoque une pathologie néoplasique, que ce soit sur l'imagerie ou lors d'une endoscopie bronchique. Donc, cette revue de la littérature a montré qu'il y a une grande diversité de sa présentation clinique et radiologique. Néanmoins, le poumon droit est le plus souvent atteint, avec une prédominance du lobe supérieur. Et en général, des moyens invasifs sont nécessaires pour le diagnostic.
Donc, notre cas clinique, c'est une patiente de 61 ans, sans habitude toxique, qui a été admise pour une toux persistante, avec conservation de l'état général. Donc, sur la radiographie thoracique, on note une opacité parahilaire droite. Donc, le scanner qui a été réalisé donc, a montré une masse tissulaire hilaire droite, donc mal limitée. Donc, la fibroscopie a montré des taches anthracosiques au niveau de la lobaire supérieure droite avec un écran épicé de la lobaire moyenne. Donc, les biopsies étaient non concluantes et la recherche de BK était négative à l'examen direct. Donc, vu ce tableau radioclinique, donc on a beaucoup au début pensé à la pathologie néoplasique. Donc, une biopsie scanoguidée n'a pas pu être faite vu la localisation de la masse. Donc, un PET scan a été programmé pour voir la nature de la lésion et son bilan d'expansion pour peut-être une chirurgie diagnostique et thérapeutique. La patiente a été perdue de vue. Elle revient 2 mois après donc 2 mois après, avec la même image radiologique, mais on note une diminution de la transparence de la base pulmonaire droite. Donc le scanner a été refait, qui a montré donc, toujours la masse avec une atélectasie du lobe moyen. On a réalisé la deuxième bronchoscopie, donc l'orifice de l'ovaire moyen qui était épaissi, maintenant il est vraiment rétréci. À la lapate, il n'y avait rien, donc il n'était pas concluant, juste des remaniements inflammatoires et des BK qui étaient positifs. Donc la décision était de mettre la patiente sous traitement antibacillaire avec une surveillance rapprochée pour ne pas passer à côté d'une association tuberculose néoplasie. Donc la patiente a revu 1 mois après, donc on a refait le scanner thoracique. Donc il n'y avait pas d'aggravation radiologique, il y avait une nette amélioration clinique. Donc la patiente a actuellement totalisé son traitement antibacillaire. Donc avec bonne évolution, on vient d'avoir la consultation, il n'y a pas d'aggravation radiologique. Donc le deuxième cas de tuberculose atypique, c'est la tuberculose endobronchique. Donc elle est définie par l'infection de l'arbre trachéobronchique, qu'elle soit associée ou non à l'atteinte du parenchyme pulmonaire. En général, elle est plus fréquente chez les patients HIV. Elle est sous-diagnostiquée parce que la bronchoscopie n'est pas réalisée systématiquement chez tous les patients tuberculeux, avec un risque de complications, sans complication majeure qui reste la sténose bronchique. Donc, cette étude, ils ont réalisé une étude sur 2 ans. Donc, ils ont réalisé une bronchoscopie chez tous les patients avec tuberculose pulmonaire confirmée bactériologiquement 1 semaine après le début du traitement. Donc, ils ont trouvé que la tuberculose endobronchique était présente presque chez 50% des cas. Donc, notre cas clinique, c'est une patiente de 62 ans, donc qui a présenté un épisode d'hémoptysie de grande abondance, avec notion de fièvre, d'asthme, d'altération de l'état général. Donc, la radiographie thoracique, elle était tout à fait normale, le scanner aussi. Donc, l'endoscopie bronchique a montré un aspect inflammatoire œdémacé de la pyramide basale, avec survenue d'un saignement important en cours du geste, qui a motivé l'arrêt du geste, et sur l'aspiration bronchique, l'expertise était positive. Donc, on a démarré le traitement et il y a eu tarissement des hémoptysies avec bonne évolution de la patiente. La pneumonie tuberculeuse, c'est une forme aiguë et rare de la tuberculose. Là aussi, elle est associée avec l'infection au VIH et surtout chez le sujet jeune. Donc, un petit mot sur la pneumonie tuberculose. Parfois, certains cas de pneumonie tuberculose sont traités comme une pneumonie communautaire par des fluoroquinolones, ce qui va entraîner une amélioration transitoire de la symptomatologie et négativer les prélèvements, donc, et par conséquence augmenter la morbimortalité de la maladie. Comment faire la différence entre la tuberculose, la pneumonie tuberculose et la pneumonie communautaire? Donc, c'était le but de cette étude. Donc, ils ont comparé deux groupes avec la tuberculose pulmonaire et la pneumonie tuberculose. Donc, c'était des cas de pneumonie tuberculose. Donc, il n'y avait aucune différence significative au niveau des manifestations cliniques. Par contre, la pneumonie communautaire, elle avait prédominance dans 2/3 des cas de l'atteinte basale, alors que la pneumonie tuberculose, elle avait une atteinte unilatérale, surtout droite, et du lobe supérieur. Donc, notre cas clinique, c'est une patiente de 24 ans, donc qui a consulté au début, qui a été mise sous traitement antibiotique pour une toux persistante avec une fièvre. Donc, ça, c'était la radio avant. Donc, il y avait un infiltrat du lobe supérieur droit avec une pleurésie, un épanchement pleural. Donc, la patiente a été mise sous traitement antibiotique non spécifique, sans recherche de PK. Donc, on la revoit juste 3 jours après avec une aggravation clinique radiologique.
Donc, les PK étaient négatifs à l'examen direct, l'expertise au niveau des expectations, absence d'ADL. On a fait une fibroaspiration qui a montré une détection modérée de l'ADN de mycobactéries et tuberculosis sans résistance à la réforme PC. Donc, la tuberculose basale, c'est une affection aussi rare. En général, ce sont des opacités hétérogènes alvéolaires, que ce soit avec ou sans des lésions cavitaires. L'apport de la TDM est aussi essentiel. Donc, notre cas clinique, le premier cas clinique, c'est un patient de 82 ans, donc plutôt très long depuis 6 mois. Il a pris pas mal d'antibiotiques. Donc, à l'admission, il avait une NFS, donc une hyperleucocytose, une CRP qui est élevée, avec cet aspect de pneumonie basale gauche. Donc, on a démarré un traitement antibiotique avec recherche de BK et l'expert était détecté tôt. Le deuxième cas, c'est un patient jeune de 20 ans qui présente des hémoptysies avec une localisation aussi basale et des BK positifs à l'examen direct. Donc, la tuberculose infraradiologique, la radiographie thoracique donc reste l'imagerie standard pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, mais elle présente des insuffisances. Elle peut montrer des aspects très particuliers, y compris un aspect normal, d'où l'intérêt du scanner thoracique. Et là, je vais attirer l'attention juste pour les patients HIV positifs. Une radio thoracique normale n'élimine pas le diagnostic de tuberculose. Donc, la radiographie thoracique normale peut passer à côté d'une image en faveur de tuberculose si la lésion est de petite taille, donc difficilement détectable, certaines localisations particulières, et si on a une tuberculose endobronchique isolée, comme on vient de voir dans le cas clinique précédent. Donc, il ne faut pas hésiter à compléter par un scanner thoracique si on a une forte suspicion clinique ou un terrain qui est particulier. Donc, là, c'est une patiente de 60 ans, sans antécédent, qui est présente depuis 2 mois, une toux sèche avec altération de l'état général. Sur la radio thoracique, on dirait une radio thoracique normale. Elle a reçu un traitement antibiotique spécifique sans anomalie. Donc, le médecin a demandé le gène expert qui est revenu en faveur d'une résistance. Donc, il a diagnostiqué la tuberculose avec une résistance à la rifampicine. Donc, devant, la patiente n'avait pas de sang de comptage tuberculeux, il n'y avait pas de facteur de risque de tuberculose MDR. Donc, on a voulu compléter le bilan avant de démarrer le traitement. Donc, le scanner thoracique a montré effectivement une masse excavée paravertébrale droite. Donc, on a refait un deuxième gène expert qui a confirmé le diagnostic et le traitement a été démarré. Donc, l'association tuberculose pulmonaire et cancer, donc ces deux pathologies sont les plus fréquentes en pneumologie et les plus mortelles chacune dans sa catégorie. Donc, la relation entre les deux est sans complexe et en général, le pronostic est mauvais. Donc, une méta-analyse récente qui a montré comme quoi chez un épisode de tuberculeux entraîne une augmentation du risque de cancer du pulmonaire par rapport à la population générale. Et ce risque est plus élevé dans les 2 premières années qui suivent un épisode de tuberculose. Peut-être qu'il faut penser à envisager un dépistage du cancer du poumon chez les patients qui ont déjà des antécédents récents de tuberculose. Donc, le premier cas, c'est une patiente de 63 ans, sans antécédents, non tabagique, qui présente depuis 3 mois une toux sèche avec dyspnée et fièvre. Donc, elle était admise pour aggravation de sa dyspnée, aggravation aiguë. Donc, le diagnostic, au début, on a pensé à l'angioscanner au début, effectivement, il a montré une embolie pulmonaire bilatérale massive avec cet aspect de masse tissulaire droite et une condensation alvéolaire basale gauche. Donc, à la bronchoscopie, on a trouvé des taches intracausiques diffusées bilatérales, donc avec un gène expert qui était positif sans résistance. Donc, le traitement antibacillaire a été démarré et une exploration de la masse donc, par la suite, mais la patiente est décédée. Donc, là aussi, c'est un patient de 67 ans, jamais traité pour tuberculose, tabagique chronique 40 paquets à l'année. Donc, initialement, un traitement antibacillaire a été déclaré devant cette radiologie et une confirmation bactériologique de sa tuberculose. Donc, avec une bonne amélioration clinique au début, et après, au 4e mois, il a présenté une aggravation clinique et radiologique. Ça, c'est la radio thoracique du 4e mois de traitement, donc qui montre une opacité, un poumon, donc voilà, avec attraction de la trachée. Donc, le scanner réalisé en ce moment a montré donc, une masse tissulaire droite. Donc, la bronchoscopie, on a trouvé une sténose incathétérisable de la bronche souche droite. La biopsie était en faveur d'un carcinome in situ.
Donc, pour prise en charge thérapeutique, il fallait refaire la bronchoscopie. Donc, elle a été faite avec biopsie pleurale, mais le patient est décédé entre-temps. Donc, ça, c'était les formes les plus fréquentes de la tuberculose atypique. Il y a des cas qui sont reportés dans la littérature, comme la tuberculose multikystique, en sachant que la tuberculose n'est pas le premier agent pathogène qui est responsable d'un poumon multikystique et qui est rare. Là aussi, on a un cas clinique de patient de 34 ans, SDF, qui a été admis pour une toux et fièvre. Donc, sur la radio thoracique, on a plusieurs images qui sont kystiques et bilatérales, et aussi sur la radio, sur le scanner, donc avec un BK très positif, puisque 50 barres par champ. Le deuxième cas, c'est surinfection de bulles d'emphysème. C'est un patient qui est tabagique, 71 ans, non sevré, aggravation de sa dyspnée de base. Donc, c'était un poumon avec plusieurs bulles d'emphysème, avec un niveau hydroaérique au niveau de la bulle d'emphysème, au niveau du lobe supérieur. Et il avait une infopénie au bilan, l'HIV était négatif et on a trouvé un BK positif à l'examen direct. Donc, concernant les terrains qui favorisent la forme atypique, c'est surtout l'immunodépression et l'âge. Donc, cette étude permet de comparer les manifestations radiologiques entre les groupes de patients immunocompétents et immunodéprimés. Donc, on montre que les formes atypiques sont présentes beaucoup plus chez le groupe immunodéprimé par rapport aux immunocompétents, avec une différence significative. Le groupe d'immunodéprimés présentait moins de lésions nodulaires, moins d'images cavitaires et beaucoup plus d'adénopathie. Donc, un mot pour l'HIV, c'est que la co-infection tuberculose HIV est un problème majeur de santé publique. Donc, il est essentiel de dépister et de traiter ces deux maladies de manière concomitante. Et le diagnostic précoce de la tuberculose chez l'HIV passe par une connaissance de ces présentations inhabituelles. Donc, l'HIV est caractérisé par ces images atypiques, notamment les adénopathies médiastinales, les localisations extrapulmonaires et la pneumonie tuberculeuse. Donc, une radiographie thoracique normale est retrouvée dans 30% des cas. Et pour le diagnostic de l'HIV, l'OMS recommande, à côté des recherches des BK et de la PCR, de chercher le LAM, donc le test urinaire glycolipédique, qui se retrouve au niveau des urines des sujets tuberculeux HIV pour améliorer le diagnostic de la tuberculose chez ces patients. Concernant le diabète, est-ce que le diabète altère ou modifie l'aspect radiologique de la tuberculose pulmonaire? Oui. Donc, cette étude a montré comme quoi les patients avec tuberculose pulmonaire associée à un diabète, ils avaient plus de localisation basale et d'excavation aussi. Donc, cette étude rejoint les mêmes résultats en montrant qu'il y a une fréquence élevée des localisations basales et même les images cavitaires étaient beaucoup plus basales que apicales. Le sujet âgé, donc, la présentation radiologique atypique, elle est fréquente, surtout les formes pseudotumorales. On a rarement des images cavitaires et surtout des localisations basales. Donc, le diagnostic il est beaucoup plus difficile en raison des symptômes qui sont moins spécifiques, présentent d'autres comorbidités. Et la prise en charge thérapeutique elle reste complexe en raison des effets secondaires du traitement et des interactions médicamenteuses potentielles avec d'autres pathologies. Donc, cette étude a étudié la tuberculose pulmonaire, la spécificité de la tuberculose pulmonaire chez le patient âgé. Donc, on note qu'il y a moins de signes respiratoires, qu'il y avait des signes neurologiques dans presque 20% des cas et presque 20% des patients étaient asymptomatiques. Donc, pour conclure, on va dire que les formes atypiques de la tuberculose doivent être connues pour un diagnostic rapide d'une maladie qui est en général guérissable. Donc, ça passe par une combinaison d'évaluation clinique, radiologique et de tests bactériologiques. Et le principal risque est de passer à côté d'une pathologie qui est curable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Prignani, pour l'excellente présentation, très bien illustrée avec des termes qui relèvent de la pratique quotidienne. La parole est à la salle si vous avez des questions. Merci bien pour cette bonne présentation. J'aimerais bien partager avec vous deux situations que j'ai vécues. La première, c'est un jeune qui vient pour un tableau d'infection pulmonaire sévère avec 42 fièvre, septicémie, et je me suis fait avoir. Donc j'étais hospitalisé en réanimation,
les réanimateurs, ils ont tout mis, la trithérapie, tout ça. Le malade ne s'améliore pas, on m'appelle. Et c'était au 4e jour, au 5e jour. Et on a fait un scanner, et après on a fait le BK. Alors que c'était un tableau de septicémie et un aspect de pneumopathie. Le deuxième cas que j'aimerais bien, c'est une histoire de chasse. J'aimerais bien en parler. C'est un homme qui avait une petite lésion du frôleur tabagique qui était une tuberculose. Donc, c'était documenté tout ça. Et plusieurs années, des cas positifs, son fils, il a fait exactement la même lésion. Et professeur Ousfeha, l'année dernière, nous a fait un très gros topo sur tuberculose et hérédité. Je pense qu'il y a une petite part d'hérédité aussi dans les formes acides. Merci. À mon tour de vous remercier pour cette présentation. Je voulais savoir, pour le cas que vous avez présenté avec la téléctasie du Leroy, vous n'aviez pas fait de gel expert dès le départ. En principe, la culture devait revenir au moment où elle était négative, la culture, au début. Et on n'a pas fait le gène expert au début parce qu'on ne pensait pas à la tuberculose, franchement. C'était beaucoup plus pour une pathologie néoplasique, vu l'aspect au début, l'âge. Donc, on n'a pas pensé à la tuberculose après. Donc, c'était beaucoup plus pathologie néoplasique. C'est pour ça que le gène expert n'a pas été fait, mais la culture, elle était négative. Merci beaucoup, Sarah, pour cette belle présentation. Alors, j'ai plus une remarque, parce que le patient, pour arriver au diagnostic d'une tuberculose atypique, j'imagine que c'est quand même un long parcours. Vous imaginez, donc, vous êtes en université, aucune idée, ça se passe à peu près de la même manière. Et quand on obtient le diagnostic de tuberculose, on est parfois remis en question, parfois on demande de patients de tout refaire. En attendant qu'il s'aggrave par voie de décès, vous avez beaucoup de patients qui vont décéder. C'est une remarque. Et pour la deuxième question, c'est une question dans laquelle nos amis radiologues pourront nous éclairer. Pour la tuberculose pseudo-tumorale, je pense que pour faire la part des choses, le PET-scan n'est pas un bon exemple. Comme la tuberculose est une pathologie qui fixe quand même, c'est justement là-bas, je pense les puces ou la biopsie transbranchique. Oui. Même si ça fixe, on va aller pour une preuve anatomopathologique. Donc, Notre question, mais à propos du fluoroquinolone, on dit que ça pose des résultats de recherche de base, soit par gène expert, soit examen direct. Je ne sais pas. Souvent, on reçoit des patients qui ont déjà reçu le fluoroquinolone. Est-ce qu'il y a un délai à exiger avant de refaire la recherche de base, soit par gène expert, soit par examen direct? Donc, les études qui ont été faites donc, en général, certaines études, ils ont dit qu'il n'y a pas vraiment de retentissement de la prise de fluoroquinolone sur le retard diagnostique. D'autres, oui. Donc, il y a une contradiction entre les données de l'étude. Un délai n'a pas été précisé, mais en général, dans notre pratique, on remarque que dès le patient prête, surtout de la lévo ou la moxie, donc il y a un retard de négativation, et surtout du BK et non pas du gène expert. Merci pour la excellente présentation, très illustrative. Alors ma question, c'est par rapport à justement la type de la présentation de la tuberculose. Avec cette hétérogénéité, cette mosaïque de présentation, que ce soit clinique et radiologique, notre focus ça va être vers les critères et les arguments et les faisceaux d'arguments qu'il faut rassembler pour pouvoir appuyer le diagnostic de la tuberculose en absence de confirmation. Et là, je fais allusion à les autres éléments biologiques, notamment l'ADA, le quantiférant, éventuellement et puis le pourcentage justement pour retenir le diagnostic en absence de confirmation, c'est-à-dire après décision collégiale. Donc, je ne voulais pas m'y attarder dessus parce que pour ne pas alourdir la présentation. Donc, en général, sur un faisceau d'arguments, comme vous avez dit, mais le pourcentage pour dire c'est une tuberculose, donc vous connaissez, on est toujours confronté qu'on est dans un pays de forte endémie, donc ça reste, il faut toujours essayer de confirmer le diagnostic de la tuberculose, surtout dans les formes pseudo-tumorales
et associé à un néobronchite pour ne pas passer à côté d'une pathologie qui est aussi grave que la tuberculose. Mais en général, quand on décide de traiter, donc on traite avec une surveillance rapprochée pour ne pas passer à côté d'un autre diagnostic et donc ne pas perdre le malade dans la nature. Donc en général, après un RCP, comme vous avez dit, donc en général, on revoit le malade dans un mois maximum pour décider. Dernière petite question. Micro. Voilà. Ce n'est pas une question, mais juste une remarque. Pensez à la forme tumorale, la forme atypique de tuberculose. C'est salvateur. Chaque fois qu'on a oublié de penser, on s'est pris le pied dans le tapis. Ça nous arrive très régulièrement, mais si on regarde dans un coin avec la petite bulle comme ça, c'est la tuberculose, ça s'appelle la tuberculose. On peut déjà sauver pas mal de situations. Oui, oui. Merci. Merci à M.